Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen. J'ai même fait quelques vidéos sur le sujet. Ok, beaucoup de vidéos. Mais pourtant, plus j'en fais, plus j'ai l'impression d'à peine effleurer tout ce que je pourrais dire sur ce manga. Donc vous l'aurez compris, pour essayer de combler un peu tout cela, on va de nouveau se plonger dans les abysses de Jujutsu Kaisen. Bon, on est reparti. Bienvenue dans cette seconde édition des abysses de Jujutsu Kaisen, un style de vidéo que j'avais déjà fait qui me sert un peu de fourre-tout, où je parle de pas mal de sujets en lien avec l'univers de Jujutsu que je ne pourrais pas faire en vidéo plus longue, en tout cas pour le moment. Mais vu que depuis j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, ça me sert aussi de moyen de correction. Vu qu'on parle d'un manga qui est toujours en cours de parution, il y a pas mal de sujets qui ont très mal vieilli, ou qui ont eu tout simplement des petites mises à jour. Bon, il y a aussi des sujets où j'avais la flemme de le faire à ce moment-là. Chacun de ces sujets sont hiérarchisés de classe 4 à classe S, en fonction de l'importance que je porte à ce sujet. Voyez ça comme une sorte d'iceberg. Et tu t'en doutes, il y aura pas mal de spoils. Au moins vous êtes prévenus. Et donc commençons par la classe la plus basse, la numéro 4. Bon, la dernière fois j'avais commencé par une info disant que Gege Akutami ne montrait pas son visage. Parce que oui, il faut toujours commencer quelque part. Mais du coup, avec ce postulat, ça fait qu'il y a eu beaucoup de théories sur la réelle identité d'Akutami. On a la fameuse idée qui dit que Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, est derrière Jujutsu Kaisen. Mais il en existe une autre où je ne sais pas vraiment sur quoi les gens se basent. Ce serait le fait que Gege Akutami était depuis le début une femme. Alors je ne sais pas ce qui serait le plus incroyable entre le fait que ce soit vrai, ou alors le fait que certaines personnes croient dur comme fer à cette rumeur. Car si vous lisez un peu les anecdotes dans les tomes de Jujutsu Kaisen, notamment celle de son deuxième roman où il racontait que lorsqu'il était petit, il mettait du wasabi sur ses testicules. Oui, désolé d'avoir sorti ce genre de terme en début de vidéo, mais même si je ne suis pas biologiste, je pense que ça nous donne déjà un bon élément de réponse. Et puis de toute façon, le plus grand mystère autour de Gege Akutami, ce n'est pas son genre ou son identité, c'est plutôt pourquoi est-il autant sadique. Maintenant on va plutôt parler d'un sujet dont on est bien certain de sa nature, mais qui ne met toujours pas tout le monde d'accord. Je parle de l'évolution du style de dessin d'Akutami. Certains regrettent celui des débuts et d'autres apprécient énormément l'actuel. Et je fais partie du second groupe. Selon moi, son style à ses débuts est assez générique, même s'il transpire un peu plus la santé physique. Parce que pour une raison que j'ignore, lorsqu'il dessine les grands moments de Maki Zenin, il a un peu du mal. C'est d'ailleurs les rares périodes où ce dernier a décidé de prendre des pauses. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'évolution du style d'Akutami et j'ai très hâte de voir certaines de ses planches lorsqu'il ne sera plus dans la sérialisation, où justement il aura plus de temps pour mieux travailler ses dessins. Puisqu'il faut quand même rappeler que la plupart des mangaka qui publient hebdomadairement sont tout le temps en période de rush, ce qui affecte pour beaucoup le plein potentiel de leur style. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi la dernière couverture de tome a laissé tout le monde assez partagé. Mais s'il y a un détail assez récent sur ses dessins qui met tout le monde d'accord, c'est ses capacités en termes de découpage. Puisque oui, bien dessiné c'est une bonne chose, mais ici on parle de manga, donc c'est souvent des successions d'images mises dans des cases. Et pour cet exercice, Gege Akutami n'était pas forcément le meilleur exemple. Surtout à ses débuts, je le trouvais assez brouillon. Mais depuis le combat entre Gojo et Sukuna, il semble avoir atteint un nouveau niveau. Et la raison derrière cette récente évolution, c'est probablement Sakamoto Days. Car Akutami lui-même avoue admirer le travail de Yuto Suzuki, qui dans son manga semble exceller dans l'art de mettre en scène des combats. Donc c'est une autre occasion pour vous conseiller fortement d'aller lire Sakamoto Days. Surtout si vous êtes comme moi des grands fans de bagarre. Transition parfaite. Car on va désormais parler des excellents combats au corps à corps de Jujutsu Kaisen, enfin plutôt de ses influences. Car pour ceux qui ne le savent pas, il y a certaines références en termes de chorégraphie pour certains combats au corps à corps. L'une des références les plus connues est celle de Hitman, qui nous donnera une version un peu plus raciste avec Gojo lors de son affrontement avec Miguel dans le film Jujutsu Kaisen 0. Un autre tout aussi connu est le combat fratricide entre Yuji et Shozo, qui fait référence à une scène très connue dans le film The Raid 2. Mais ça ne s'arrête pas au film d'action, vu que le combat Gojo versus Sukuna reprend l'un des moves les plus connus de l'un des antagonistes les plus iconiques justement de Dragon Ball. Je parle bien évidemment de Broly, qui quelle que soit sa version aime beaucoup envoyer les protagonistes contre des murs. Une chose est sûre, même en matière de combat, Akutami s'inspire des meilleurs, car on peut même rajouter à la liste de ses influences Evangelion, avec le combat d'Ultimate Mekamaru, même si sa version animée fait plus penser à du Gurren Lagann. Mais bon, de tout ce qu'on pourra citer en termes d'influence pour les choix d'Akutami tout
tout au long de son manga, rien ne pourra surpasser celle de l'œuvre de Tite Kubo. Parce que oui, je ne pense pas en avoir donné assez. Bien que Gojo ait un design tout droit venu de Naruto et le statut d'un Zaraki Kenpachi, c'est probablement de Urara Kisuke que vient son fameux tempérament plutôt frivole. Et si on reste sur le point de la personnalité, j'ai parfois l'impression de voir en Kenjaku et Sukuna les deux facettes de l'antagoniste phare de Bleach, Aizen Sosuke. D'un côté, on a sa version un peu plus scientifique et manipulatrice, et de l'autre, la version un peu plus showman qui ne se prend vraiment pas pour une personne inférieure. Ensuite, on pourrait en trouver beaucoup d'autres, comme certaines techniques ou designs, et bien évidemment le concept d'extension du territoire, qui promet d'être aussi iconique que le Bankai pour les prochaines générations. Bien, maintenant qu'on a parlé d'inspiration et de petites anecdotes, il est temps de passer à plus factuel. On va parler des petits détails qui auront peut-être échappé aux moins attentifs, comme par exemple la manière de traiter avec les autres individus de la part de Ryomen Sukuna. Une chose que tout le monde a compris, c'est que c'est un personnage qui se sent au-dessus de tous les autres. Pour lui et le narrateur, c'est le seul qui mérite réellement d'être honoré. Oui, désolé Satoru Gojo. Mais pourtant, il y a quand même certains individus qui l'estiment. Et le meilleur moyen de les repérer, c'est de savoir la manière dont il les nomme, qui est une façon très simple car il les appelle par leur prénom. Donc les seuls personnages que le roi des fléaux estime sont actuellement Urome, Kenjaku, Gojo Satoru et Megumi, car c'est les seuls qu'il a nommés par leur prénom. Alors que ça n'aura jamais été le cas pour son ancien colocataire, qu'il aura nommé tout le long du manga gamin. Donc si vous entendez sortir de la bouche du roi des fléaux les mots Itadori et Yuji, c'est que ce dernier aura finalement gagné son respect. On va rester sur le cas du roi des fléaux et de sa découpe universelle. Vous savez, la fameuse technique qui aura été fatale pour Satoru Gojo. Et bien justement, pour venir à bout d'un tel adversaire, il y a eu énormément de restrictions. Ce qui implique donc beaucoup de conditions et donc de détails à relever sur ce sort. L'une des plus évidentes que beaucoup ont remarqué, c'est le fait qu'en fonction du nombre de doigts qu'il utilise, sa découpe sera plus ou moins puissante. Même si c'est quelque chose que l'on pouvait relever dès le début du combat face à Satoru. La première dissection normale qu'il aura envoyée face à ce dernier était utilisée avec un seul doigt, qui est donc celle classique qu'on a vue depuis le début du manga qui ne saura jamais surpasser l'infini. Ensuite, on verra sa version à deux doigts, qu'on verra notamment face à Iguruma, afin de lui découper ses membres et donc le forcer à apprendre le sort d'inversion. On ne sait pas si c'est une version plus puissante car ce dernier à ce moment-là était bien affaibli, mais je suppose qu'au top de sa forme, c'est largement plus puissant que sa dissection à un doigt. On va supposer que c'était une méthode pour compenser le fait qu'il avait perdu une bonne partie de son énergie occulte. Donc vous l'aurez compris, plus il pointe de doigts vers sa cible, plus la dissection qui en suivra sera puissante, donnant au maximum de ses capacités la fameuse découpe qui aura vaincu Satoru Gojo. C'est une version qui vient tout simplement élargir la cible du sort de base. Donc au lieu d'associer un ordre tel que viser l'adversaire devant lui, il devra plutôt cibler l'espace qui se trouve avec. En gros, c'est un peu une situation d'overkill. Si vous voulez un exemple, c'est comme si je me retrouvais avec un commentaire négatif sous cette vidéo. Et au lieu de chercher à supprimer ce commentaire, je supprimais complètement la vidéo, afin d'être sûr que ce méchant message ne refera plus jamais surface. N'essayez pas sous cette vidéo, je ne le ferai pas. Mais bien sûr, Ryomen Sukuna, avant de débloquer cette terrifiante technique, a dû passer par quelques étapes, notamment l'étude du système d'adaptation du Shikigami Makora, qui lui permettra de trouver pour quelle finalité il devait apposer ce fameux serment, car simplement pouvoir découper l'infini n'était pas forcément quelque chose d'accessible, il fallait quelque chose de plus précis. Une des possibilités était d'utiliser le symbole de Enmaten, celui qu'il utilise pour invoquer l'autel démoniaque. Sauf qu'à ce moment-là, Sukuna ne possédait pas ses deux bras. Donc oui, afin de bénéficier d'une découpe universelle sans le moindre signe, il aura dû prévoir les prochaines qu'il utiliserait, en s'imposant le fait de devoir pointer à chaque fois la direction de sa prochaine attaque. Ce qui explique pourquoi Satoru Gojo n'a pas pu esquiver l'attaque alors que ses élèves réussissent assez facilement. Vraiment, même Miguel a réussi. Donc ça nous permet aussi de comprendre que si les autres exorcistes tiennent depuis aussi longtemps face au roi des fléaux, c'est grâce à Satoru Gojo. Bon, assez parlé du roi des fléaux, on va plutôt parler de ses sujets. Notamment le fait que ces derniers ont la capacité de se réincarner. Car ces derniers sont avant tout des concepts. Ils incarnent chacun un type de peur que le genre humain possède. Que ce soit les catastrophes naturelles ou la haine qu'ils nourrissent envers eux-mêmes. Et c'est une bonne chose qu'ils puissent se réincarner parce qu'actuellement ils sont tous morts. RIP Jogoth. C'est quelque chose qu'il faudra garder en mémoire car après la défaite du roi des fléaux, c'est eux qui constitueront les éventuelles futures menaces. Car oui, tant qu'il existera des non-exorcistes avec des pensées négatives, il y aura toujours des fléaux. Donc oui, malheureusement, même à la fin de Jujutsu Kaisen, le combat risque de continuer. Peut-être que Geto avait raison.
Après, ça reste un sujet qui reste ancré dans le manga depuis très longtemps, notamment ce fameux sujet de rouage qui fait que chacun des personnages est là pour contribuer à quelque chose qui les surpassera après leur mort. L'un des meilleurs exemples, c'est Nanami, qui apparemment semble avoir apporté une nouvelle contribution dans le futur de l'exorcisme, car désormais son sort continue de vivre au travers d'un objet maudit. Son fameux hachoir désormais peut utiliser la technique des 7 tiers, rejoignant donc la longue liste des armes maudites qu'on n'explorera peut-être jamais, car malheureusement le meilleur manieur n'est plus parmi nous. Mais cela soulève une autre question. Est-ce que tous les objets maudits ont été créés à partir de sorts de précédents exorcistes? On sait que Mai a pu recréer le sabre des âmes, mais comment a été créé le premier? Pareil pour le Kamutoke avec Yorozu. Raconter la création de certains objets maudits comme la lance céleste aurait pu être un sujet vraiment intéressant. Surtout qu'actuellement, l'arme maudite qui nous intrigue le plus, c'est Itadori Yuji. Lui aussi désormais a été imprégné de l'énergie occulte d'un autre exorciste. Donc peut-être que la chose dégoûtante que Kenjaku a créée est tout simplement une arme maudite vivante. Expliquant d'ailleurs pourquoi Satoru Gojo suggérait que Yuji allait hériter des sorts de Ryomen Sukuna. Même si on n'a toujours pas de nouvelles sur ce sujet. Peut-être que le prochain chapitre il va me donner raison. On va parler un peu des sorts que je trouve plutôt sous-estimés. Des sorts qui n'ont pas forcément des manieurs très puissants, mais qui pourraient être vraiment redoutables. En tout cas entre de bonnes mains. En gros, là je vais vous faire la liste des sorts qu'on devrait donner à Yuta. Comme par exemple celui de Inumaki et Uro, qui sont des sorts qui ont été clairement sous-utilisés par leur manière. Surtout Inumaki. Vraiment, ce personnage, c'est l'une de mes plus grosses déceptions. Depuis son découpage de bras en off-screen, on a vraiment plus de nouvelles de lui. Mais là, on va parler seulement de sorts et pas de personnages. Ce sera l'un des rares cas où je pourrais parler des exorcistes de Kyoto. Parce que non seulement ils sont très peu exploités, ils sont vraiment extrêmement nuls. Entre Miwa et Momo qui ont vraiment servi à rien à Shibuya, Norito Shikamo qui a préféré fuir le pays, et leur professeur Utaime qui sert seulement à alimenter des théories sur la résurrection de Gojo, et ben ils ont vraiment pas grand chose pour eux. Pourtant, certains sorts sont vraiment très intéressant. L'un des meilleurs exemples, c'est le sort de Mai, où on aura vite compris que s'il était possédé par un manieur avec un peu plus d'énergie occulte, il pourrait créer quelque chose de vraiment redoutable. C'est ce qui aura donné le personnage de Yorozu, qui avec assez d'énergie occulte et pas mal d'ingéniosité aura réussi à tenir tête à Sukuna. Enfin, tenir tête c'est un bien grand mot. C'est juste qu'elle n'a pas eu le bon adversaire. Imaginez donc des versions évoluées des sorts des exorcistes de Tokyo, notamment celui de Momo Nishimiya, qui pourrait par exemple manier plusieurs objets en même temps, voire même des armes maudites. Rien qu'en évoquant le sujet, ça me fait vraiment penser que la classe de Tokyo c'est juste une division par 0. Le seul élève qui a un sort pas si intéressant, c'est clairement le plus puissant. C'est peut-être la preuve que l'important c'est pas les sorts dont on hérite, mais plutôt la manière dont on les utilise. Et justement, l'utilisation des sorts à travers l'évolution de l'exorcisme est devenue de plus en plus variée. Par exemple, beaucoup semblent refléter la psyché de leur manière, tandis que d'autres semblent plus provenir d'un héritage ancestral, ce qui créera une forme de séparation même au sein des exorcistes les plus aguerris, car on aura ceux qui auront reçu des sorts innés sans la moindre évolution, des sorts qu'on aurait pu retrouver lors de l'ère Heian, alors que de l'autre côté on a ceux ayant un sort beaucoup plus unique, voire même pour beaucoup plus en phase avec leur époque, pouvant prendre exemple sur les innovations technologiques, comme par exemple le pachinko, mais aussi l'évolution des connaissances modernes comme en matière d'astronomie, les arts un peu plus récents comme la création de bandes dessinées ou l'animation, et même certains sorts prenant en compte les nouvelles mœurs et règles de la société, comme par exemple le code pénal ou les heures de travail réglementaires. Tout ça pour dire qu'une réelle scission au sein des exorcistes s'est créée, où l'on verra de plus en plus de sorts nouveaux qui ne feront pas de différence même avec certains clans nobles, comme avec l'exemple de Naobito ou Naoya Zenin, ce qui risque à terme de chambouler les exorcistes les plus conservateurs, qui justement ont déjà essayé d'étouffer l'éclosion de ces nouveaux talents. Après, ce n'est plus vraiment le sujet vu que ces derniers ne semblent déjà plus être de ce monde. La loi de l'évolution semble avoir déjà gagné. En parlant d'évolution, on va justement s'attaquer à celle concernant notre compréhension du rayon noir. Comme on le sait, ce dernier choisit de qui il va bénir de son étincelle, donnant donc à cette technique une aura un peu plus mystique et indomptable. On ne peut pas faire de rayon noir sur commande, et la raison donnée était le fait que c'était créé par le décalage infime de l'énergie occulte et du coup porté, qui justement était plus de l'ordre de la chance qu'autre chose. Enfin, sauf pour Satoru Gojo, car grâce à son 6ème œil, c'est quelque chose qu'il pourrait normalement faire à volonté. Donc je pense que Gege Akutami a rajouté quelques petits détails afin de faire en sorte que même l'exorciste le plus fort n'en soit pas capable, en rajoutant le fait que le rayon noir ne dépend pas seulement du timing. Non, il doit aussi prendre en compte la condition physique de son utilisateur, l'énergie occulte de sa cible, ou même d'autres paramètres comme la température et l'humidité.
Bon, pour la prochaine classe, ce sera un peu moins du factuel. Dans le sens où je vais pas vous chercher à vous expliquer des trucs, c'est plutôt des questions que je me pose. Et vous verrez, c'est beaucoup de questions en lien avec d'autres vidéos que j'ai déjà faites. La première, c'est le cas Kenjaku. Le cerveau derrière Shibuya, la traque mortelle et bien d'autres semble avoir eu une fin assez inattendue. Et je sais que ça a déçu pas mal de monde, vu que beaucoup supposaient que ça allait être l'antagoniste final et non Ryomen Sukuna. Mais bon, lui-même l'a dit, il est satisfait de son existence. Et pire même, son plan a été parachevé. On ne sait pas tous les détails, mais une chose est sûre, il va encore influencer pas mal les événements pour la suite. Que ce soit au travers du personnage d'Itadori Yuji, comme le fait que Sukuna peut encore déclencher l'assimilation. Pour moi, c'est un choix scénaristique qui s'entend et c'est totalement dans le style de Gege Akutami. Mais était-ce vraiment la meilleure chose à faire? Là, pour le coup, je m'en remets à vos avis. En restant sur le thème de Kenjaku, il y a aussi le fait que le Conseil des Anciens s'est fait tuer. C'est un événement sur lequel le manga n'est pas encore revenu et les suspects sont plutôt nombreux. Certains supposent que c'est Kenjaku vu qu'il s'est introduit au sein du clan Kamo, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'il le fasse. Au contraire, s'ils avaient été encore en vie, ils auraient pu mettre des bâtons dans les roues à Gojo Satoru et ses élèves, qui justement est le second suspect, ayant appris à sa sortie tout ce que ces derniers avaient fait. Et c'est quelque chose qu'il prévoyait de faire depuis un bon bout de temps. Mais on peut aussi supposer que c'est l'œuvre de Yuta Okotsu et de Inumaki, une chose qui a été évoquée dans le même chapitre où on apprendra leur mort. Mais bon, là j'ai l'impression que dans toutes mes questions, c'est que pour parler de personnages qui sont déjà morts. Donc on va faire totalement l'opposé, on va parler de Nobara. Alors pour celle-là, je sais pas si je vais vous la présenter comme une blague ironique ou le fait que je crois encore dur comme fer qu'elle va revenir. C'est pas le cas, elle est clairement morte. Ma question ne concerne pas son potentiel retour, mais plutôt un autre sujet que j'ai déjà traité lorsque j'ai parlé de Maki Zenin, que j'aurais pu étendre aussi à Yuki Tsukumo. Est-elle un bon personnage féminin? Dans ma vidéo sur Maki, j'avais un peu expliqué comme quoi Maki était un excellent personnage, mais pas forcément un très bon personnage féminin, avec quelques idées intéressantes, mais pas forcément très exploitées, alors que Nobara, c'est une autre histoire. C'est même l'inverse. Je trouve que ce n'est pas un excellent personnage, mais ça reste un très bon personnage féminin. Elle sait très bien ce qu'accomplira son statut et montrera même une certaine forme de répondant, ce qui donne un personnage qui garde un peu sa part de féminité sans être une grosse chialeuse, et qui restera utile au combat sans être un personnage bourrin qui est fanat de bagarre. Bref, un personnage que je trouve plutôt intéressant, mais malheureusement parti trop tôt. Bon, on va rééquilibrer et rajouter un peu de masculinité vu qu'on va reparler de Todo. Alors je sais que beaucoup de personnes se posent la question de qu'est-ce qu'il est devenu, mais malheureusement j'ai pas énormément de suppositions à vous soumettre. Donc on va plutôt parler d'un autre sujet le concernant. C'est le fait qu'il a été entraîné par Yuki Tsukumo. La classe S a décidé de le former en ayant repéré son potentiel. Et pour le coup elle a vu juste. Mais cette histoire n'est-elle pas un peu étrange? Vu que là on parle de l'exorciste la plus irresponsable. Depuis qu'elle est classe S, elle n'a jamais rempli la moindre mission. Donc pourquoi se lancer dans la formation d'un exorciste qui allait rejoindre l'école de Kyoto? Je pense que ce dernier n'était pas là seulement pour devenir plus fort. Vu que Yuki Tsukumo était déjà en plein milieu de ses recherches sur l'âme, il était peut-être un sujet d'expérimentation, ce qui expliquerait quand même beaucoup. Pas seulement son comportement assez extravagant, mais plutôt le fait qu'il ait eu un flashback d'une vie qu'il aurait pu avoir avec Itadori. Vu que la seule autre personne qui a eu ça, c'était Shozo, où lui c'était totalement expliqué vu que ce dernier était le frère de sang d'Itadori. Mais pourquoi c'est arrivé à Todo? On pourrait dire tout simplement que c'est juste parce qu'il est extrêmement bête, mais quand on sait que Itadori et Shozo sont les fruits d'expérimentation de Kenjaku, c'est assez étrange, vu qu'on parle d'un exorciste slash scientifique qui a à peu près le même but que Yuki Tsukumo. La seule différence, c'est que leur finalité est bien différente, expliquant le parallèle avec Shozo dans son comportement vis-à-vis d'Itadori. Ou c'est juste moi qui suis encore plus bête que Todo de me poser cette question. Ça y est, on arrive enfin à la dernière partie de la vidéo, qui va être une partie un peu plus différente car on va parler d'un seul sujet. Un sujet sur lequel j'avais même hésité à faire une vidéo dédiée. Et vous allez voir, je sais pas si c'était vraiment le meilleur timing pour en parler. Puisque oui, cette partie-là, je la tourne après avoir lu le chapitre 257, qu'on avait lu en stream tous ensemble le vendredi soir. Donc pour cette partie, soyez un peu indulgents vu qu'elle ne prend pas en compte ce qui s'est passé. Mais j'étais un peu dans le vrai. Le principal Yaga, Maito, Kenjaku, Yuki Tsukumo et Itadori Yuji. Quel est leur point commun? Alors oui, mis à part notre protagoniste, c'est vrai que chacun d'entre eux sont morts. Mais pourtant, il y a bien un lien qui les unit.
c'est leur capacité à concevoir l'âme de toute chose dans leur perception du monde. L'histoire nous aura appris que l'âme est le corps et le corps est l'âme. La première façonne le corps, mais la seconde lui permet d'exister. De par leur nature indissociable, Geto aura prouvé que l'on ne peut soumettre un seul des deux, et Toji démontrera qu'invoquer seulement le corps n'empêche pas à une puissante âme de subsister. C'est vrai que le cas du tueur d'exorcistes nous en aura appris bien plus qu'il n'y paraît, car si ce dernier de par son serment inné a obtenu le plus fort des corps, pourquoi s'est-on imaginé une seule seconde que cela n'inclurait pas la plus forte des âmes? C'est aussi pour ça que je pourrais mentionner le cas de Maki Zenin, qui justement possède ce même statut, voire même peut-être à un degré encore plus haut. Sans compter que désormais elle peut saisir la forme des âmes et aussi celle des objets inanimés. Le fait de savoir que même la matière non vivante en possède une, ne vient que renforcer cette idée que l'âme est indispensable dans la conception de l'univers. Ce serait quelque chose qui donne à notre monde sa substance. Ce qui nous révèle aussi de la manière la plus froide qui soit que ce qui nous caractérise en tant qu'être humain selon Akutami n'existe probablement pas. Il faut savoir que le premier individu qui nous aura été révélé ayant su saisir ce concept dans le manga n'est pas Mahito. Non, c'est un personnage que l'on aura vu bien plus tôt. Ce n'est autre que le principal Yaga, qui dans le silence aura su percer le secret afin de créer des âmes artificielles entièrement autonomes. Outre le fait que cela me rappelle un autre manga, c'est le personnage qui nous aura appris de la manière la plus scientifique comment cela fonctionne. Car selon lui, il faut voir l'âme comme une sorte de source d'information, une sorte de code qui décrit la forme du corps qu'il compose, ce qui lui aura permis ainsi de façonner celle de Panda et de sa fratrie. Mais il lui est aussi possible de le faire dans l'autre sens. En ayant accès au corps et ses informations, il lui est possible de recréer l'âme d'une personne, ce qui pourrait pour certains s'apparenter à une forme de nécromancie. Un secret abominable auquel il n'aura pu se résoudre à emporter dans la tombe. Et à la révélation de tout cela, Yaga et le fruit de ses recherches aura fait de lui un exorciste de classe S, de par le fait que s'il l'avait souhaité, il aurait pu s'emparer à lui tout seul du pays tout entier. Manipuler l'âme au sein de Jujutsu Kaisen est quelque chose de terrible, et le principal aura eu la sagesse de ne pas en user à mauvais escient. Mais ce ne sera pas le cas de Mahito. Son désir d'expérimenter sur le sujet aura causé un sacré carnage, mais nous aura aussi permis de mieux synthétiser comment Akutami visualisait le sujet, au travers de cette fameuse question, qui de l'âme ou du corps est arrivé en premier. Bon, on aura déjà eu un peu la réponse plus tôt, mais de par sa capacité à modifier les informations d'une âme, qui revient donc à faire de même avec le corps auquel elle est rattachée, aura biaisé la vision du fléau le plus détesté de l'univers. Mais heureusement pour nous, un de ses compères aura restitué une vérité un peu plus factuelle sur le sujet, car ce dernier ne manipule pas seulement les âmes, il soumet aussi les corps. Bien qu'il n'ait jamais eu de cas similaire à Geto, Kenjaku aura eu l'occasion d'en expérimenter bien plus que Mahito dans sa longue vie. Sa conception de l'âme est si précise qu'il peut faire en sorte de conserver les informations dans une relique, qui une fois intégrée à un corps permettra non seulement à l'âme de subjuguer le contrôle au propriétaire de base, mais surtout de le faire revêtir son apparence originelle. Il aura même pu en créer de manière semi-artificielle, avec les embryons maudits, des hybrides qui eux aussi peuvent s'incarner dans les corps, tout en pouvant s'absoudre des contraintes qui viennent avec. D'où le fait que Chozo ne meurt pas d'anémie en usant de tout son sang malgré le fait qu'il ait un corps bien humain. Donc on peut dire que Kenjaku est probablement le personnage qui en connaît le plus sur le sujet. Même Yuki Tsukumo et ses recherches n'ont probablement pas pu conceptualiser toute l'expérience de terrain de l'exorciste. Surtout qu'il reste une dernière expérience dont on n'a pas parlé. C'est pour ainsi dire la dernière qui a été effectuée, celle qui aura donné naissance à l'hôte de Ryomen Sukuna. Un corps parfait pour supporter le roi des fléaux et une âme assez solide pour que ce dernier ne puisse le briser. À croire que les deux sont faits du même bois, que chacun a été conçu pour l'autre. Et puis Kenjaku l'a dit, de toutes ces reliques, les doigts de Sukuna sont les seuls capables de choisir leur hôte. Donc même si Itadori a fait de lui-même le choix d'avaler le premier, s'il n'avait pas été compatible, il aurait été victime d'une réaction de rejet. J'avais parlé plus tôt dans cette vidéo du caractère de relique d'Itadori. Et si finalement il n'en était pas une parce que Sukuna a habité son corps, mais parce qu'il a été fait pour que Sukuna le soit. Sa compatibilité trop grande n'est clairement pas un hasard. C'est à se dire que peut-être que la dernière horrible expérience de Kenjaku aura été de créer un individu avec les mêmes informations que le roi des fléaux. Ce qui expliquerait donc cette capacité à coexister avec ce dernier, mais aussi son talent à pouvoir désormais manier les âmes. Je ne sais pas ce que l'auteur a prévu pour la suite, mais j'ai vraiment hâte de comprendre la véritable nature de celui qui aura été qualifié comme une horreur.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et surtout à t'abonner. En tout cas, j'espère qu'il y aura pas trop de commentaires concernant le chapitre 257. On se retrouve pour la prochaine et en attendant, n'hésite pas à passer sur Twitch. Je stream assez souvent et généralement le lendemain de la sortie de cette vidéo. Je vous attends à 21 h. Et comme d'habitude, j'ai toujours pas d'idée d'outro.